Bien, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce deuxième forum du COSPOF 2015, donc qui sera consacré à la vie après la thèse et aux perspectives de carrière académique. Alors pour discuter de ces questions et en particulier ouvrir à la diversité des parcours dans les différents espaces académiques représentés par les associations organisatrices du congrès, nous avons invité des personnes qui connaissent certains ou plusieurs de ces systèmes-là. Donc, je vous présente très rapidement. Le premier, donc tout à ma droite, c'est Alexandre Afonso, qui est un régional de l'étape, comme on dit. Enfin, il a fait ses études ici à Lausanne, mais maintenant il est lecturer au King's College à Londres et très prochainement, dès cet été, à l'université de Leyde aux Pays-Bas. Ensuite, à sa gauche, Jasmine Lorenzini, qui actuellement est postdoctorante à l'Institut universitaire européen de Florence, en Italie, mais qui a fait ses études à l'université de Genève, sauf erreur, et de Lausanne, Genève et Lausanne. Ensuite, Bruno Frère, qui lui est chercheur qualifié du FNRS, donc l'équivalent du FNS, mais en Belgique, et également chercheur à l'université de Liège. Ensuite, Raphaël Cos, qui est à l'université de Lille 2, mais qui est également membre du bureau de l'ANCMSP, que certains d'entre vous doivent connaître, puisque c'est l'Association nationale des candidats au métier de la science politique. Et son collègue à sa gauche, Julien Aumiel, qui lui aussi est à l'université de Lille 2 et également membre du bureau de l'ANCMSP. Donc on a des représentants de France, de Belgique, de Suisse, mais qui sont partis à l'étranger. Nous n'avons pas de chercheurs québécois, malheureusement. On avait essayé d'en avoir, mais personne n'a répondu présent. Donc on aura en tous les cas un panorama européen. Donc je vais laisser la parole à Martino Maggetti pour animer le début de cette discussion. Bonjour, merci beaucoup Antoine. Je crois qu'on peut procéder donc à la table ronde et on peut en effet l'animer ensemble. Et puis on va procéder d'abord en premier tour de table avec nos invités. Et ensuite, on va continuer la discussion de manière un peu plus libre et on espère aussi en interaction avec la salle. Donc si vous avez des questions, des remarques, c'est très bienvenu. Donc, j'aimerais commencer avec Jasmine, qui a réalisé une étude sur ce sujet qui est à disposition. On a quelques copies ici, et sinon, vous pouvez télécharger cette étude du site de la SSP. Comment décrire la situation des postdocs en Suisse? Quels sont les éléments essentiels que tu aimerais mettre en avant au début? Puis, on peut garder la première intervention assez rapide, puis on peut revenir sur certains points plus tard lors de la discussion libre. Bonjour, merci de m'avoir invité. Comme l'a dit Martine, j'ai réalisé une étude sur les postdoctorants en Suisse, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont obtenu leur thèse et qui n'ont pas un poste stable, un poste de professeur dans les universités en Suisse. Et puis, peut-être pour contextualiser encore un peu ma réponse, la question à laquelle je vais répondre était formulée de manière peut-être un peu plus négative, et elle était: quelles sont les contraintes les plus importantes qui pèsent sur les postdoctorants et quelles sont les attentes du marché du travail pour ces postdoctorants. Donc, si la réponse semble déprimante que je vais donner, elle est liée au fait que j'ai mis l'accent peut-être plus sur l'idée des contraintes qui pèsent sur les postdoctorants. Et peut-être, pour répondre à cette question, j'avais l'idée de partir d'un constat que j'ai fait en travaillant sur les postdoctorants dans les universités en Suisse. C'est que un des problèmes centraux est l'absence de définition de ce qu'est un postdoctorant. Donc, au-delà de la définition minimale que j'ai énoncée tout à l'heure, le fait que c'est une personne qui a obtenu sa thèse, qui continue à travailler dans le monde académique et qui n'a pas un poste de professeur, on ne sait pas vraiment ce qu'est un postdoctorant. Et puis, le fait de ne pas savoir ce qu'est un postdoctorant se traduit par plusieurs aspects. Un premier aspect est lié au type d'engagement, sur quel type de contrat sont engagés les postdoctorants,
Il y a beaucoup de variations au sein des universités en Suisse sur ces types de contrats. Il y a beaucoup de variations en termes de durée des contrats, aussi en termes de salaire, de rémunération et de tâches qui sont accomplies sur les différents contrats que peuvent avoir les postdoctorants. Cela implique aussi un manque de clarté et de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce que font les postdoctorants dans les universités en Suisse, dans quelle mesure ils contribuent à la recherche, mais aussi à l'enseignement et à d'autres tâches qu'ils peuvent remplir dans leurs universités. Et puis, tout ceci mis ensemble fait qu'il y a très peu de clarté dans le parcours académique. À quoi sert un postdoctorat ? Vers quel type de débouché amène un postdoctorat? Quelles sont les compétences que l'on doit encore acquérir pour devenir un chercheur indépendant, mais aussi ces compétences pourraient être convertibles au-delà du monde académique si elles étaient plus clarifiées. Donc c'est un peu l'idée de cette incertitude, de ce flou qui entoure le statut des postdoctorants, que je voulais mettre en avant comme aspect de départ. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'il vaut la peine d'y revenir plus tard sur des éléments plus spécifiques. Je passe maintenant à Alexandre, qui travaille depuis quelques années au Royaume-Uni, mais qui a une expérience suisse et internationale. Donc, pour toi, comment est-ce que tu vois cette question des contraintes et des opportunités d'une carrière postdoc, surtout dans le contexte anglais, mais aussi plus en général? J'aimerais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir permis de revenir au pays. J'aimerais mentionner d'abord, dire quelques mots sur le contexte général du marché du travail après la thèse. Ensuite, j'aimerais mentionner un problème et une contrainte. D'abord, quelques mots sur le contexte général du marché du travail après la thèse. Le contexte structurel en général qui concerne vraiment plusieurs pays en Europe, c'est l'expansion massive du nombre de doctorants dans plusieurs pays. C'est-à-dire, avec l'expansion de programmes de recherche dans plusieurs pays, je pense aux Sonderforschungsbereiche en Allemagne, le NCCR en Suisse, où ça a été un moyen pour beaucoup de gouvernements d'améliorer et d'améliorer l'output de recherche de des systèmes de recherche de plusieurs pays. C'était fait essentiellement par l'accroissement du nombre de postes temporaires de doctorants. Donc on a eu une expansion assez massive du nombre de doctorants qui finissent des thèses puis qui arrivent sur le marché du travail. Ce qu'on observe dans la plupart des pays européens, c'est qu'il n'y a pas eu une augmentation correspondante du nombre de positions fixes. Ce qui, en gros, crée de facto un goulet d'étranglement entre le nombre de doctorants d'un côté et puis le nombre de gens qui ont des postes fixes. Donc, c'est ça un peu la contrainte structurelle sur laquelle nous, en tant que politologues, et puis la plupart des gens qui travaillent dans le monde académique en général, ont assez peu d'emprise. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on observe un peu non seulement en Suisse, mais dans la plupart des pays européens. En Angleterre également, même si l'Angleterre est le plus grand, probablement le plus grand marché académique en Europe. Maintenant, les problèmes. Même si au niveau de la discipline, on a assez peu d'emprise sur ces contextes structurels qui sont probablement décidés à des échelons plus supérieurs au niveau politique essentiellement, quels sont les problèmes au niveau de la discipline? Un problème assez important que je vois, c'est un peu un conflit un peu générationnel qu'on peut décrire en tant que le conflit entre les insiders et les outsiders, pour ceux qui sont un peu plus familiers avec cette terminologie. C'est un problème essentiellement générationnel, et pour utiliser un peu un vocabulaire bourdieusien, une fois n'est pas coutume, on peut décrire un peu le champ académique comme une différence d'habitus assez importante entre les acteurs qui contrôlent le champ, qui contrôlent l'accès au poste académique, qui ont obtenu leur poste à une période dans les années peut-être il y a 30 ou il y a 20 ans, où les exigences pour obtenir un poste académique étaient autrement moins exigeantes qu'elles le sont maintenant en termes de publication, spécialement dans des revues internationales. Maintenant, ces gens qui contrôlent le champ ont un habitus assez différent des gens qui arrivent dans le champ, qui veulent accéder à ces postes-là.
Ce qui génère un peu une situation assez paradoxale où beaucoup de doctorants ne sont pas assez préparés par leur directeur de thèse au niveau de la supervision au monde assez brutal qui arrive une fois que leur thèse est terminée. J'étais assez sidéré de voir, même en Angleterre, qui est supposé être un marché du travail plus compétitif que d'autres pays, beaucoup de directeurs de thèse recommandent à leurs doctorants de ne pas publier d'articles avant la fin de leur thèse. Maintenant, ils arrivent sur le marché du travail sans aucun article, ce qui est vraiment un problème très important, dans la mesure où les gens qui recommandent ça à leurs doctorants, à la fin, vont engager des gens qui arrivent sur le marché du travail qui ont 3 ou 4 articles dans des revues internationales. Donc le vrai problème que je vois, c'est les exigences vraiment différentes entre les critères que les directeurs de thèse appliquent à leurs propres doctorants et puis les gens qui vont engager quand ils sont dans des commissions d'engagement. Pardon. Ce qui est aussi paradoxal, c'est que beaucoup de ces conditions exigeantes pour engager des gens en termes de publication sont souvent des critères à partir desquels ils n'auraient peut-être pas été engagés eux-mêmes dans les années 70 ou 80. Donc un problème de supervision, un problème assez important au niveau de la formation des doctorants. Donc former les doctorants plus aux contraintes du marché du travail. Une contrainte après la thèse que je vois également, c'est ce hiatus entre, pour utiliser de nouveau un vocabulaire bourdieusien, entre le type de capital qui détermine la position dans le champ et puis les activités auxquelles les chercheurs ou les gens après la thèse consacrent la plupart de leur temps. La position dans le champ est essentiellement déterminée par l'output de recherche et les publications essentiellement. Maintenant, le type de poste que les doctorants sont susceptibles d'obtenir après leur thèse vont essentiellement être liés à l'enseignement. Donc là, c'est un hiatus que je vois assez important, spécialement après la thèse, où beaucoup de gens peuvent être enfermés dans des postes d'enseignement après leur thèse, où ils n'ont pas assez de temps pour développer un dossier de publication qui leur permettra d'accéder à un poste fixe dans le monde académique. David Graeber a écrit un article assez intéressant où il fait une assez belle métaphore. Imaginez que vous êtes un ébéniste, un excellent ébéniste qui fait des très beaux meubles. Vous êtes engagé pour vos talents en termes d'ébénisterie. Est-ce que ça existe? Mais la plupart de votre temps est consacré à peindre, à faire des tableaux. Vous passez la plupart de votre temps à peindre, mais pour être promu et pour que votre poste soit stabilisé, c'est toujours vos compétences, votre performance en ébénisterie qui compte. Donc c'est ça un peu le problème que je vois dans le monde académique, spécialement après la thèse, c'est qu'on est évalué, et ce qui vraiment détermine l'accès au poste fixe dans le monde académique est basé sur une activité que les gens sont supposés faire essentiellement dans leur temps libre. Ça, c'est un type de contrainte structurelle que je ne vois pas vraiment dans d'autres champs que non seulement la science politique, mais la plupart des postes académiques dans le contexte du marché du travail actuel. Merci beaucoup. Voilà, tu as mis l'accent sur un certain nombre de paradoxes très intéressants qui interpellent sûrement la salle. On va terminer notre tour de table avant d'ouvrir le débat. Donc, est-ce que Raphaël et Julien, est-ce que vous retrouvez un peu les mêmes problèmes, les mêmes opportunités et contraintes dans le contexte français, ou quels sont les éléments que vous aimeriez mettre en exergue concernant la carrière des jeunes chercheurs en France? Ok, donc bien évidemment, je vous remercie de nous permettre d'intervenir sur cette question-là. Peut-être rapidement 2 mots pour vous expliquer un peu notre légitimité à intervenir, vu que ni Raphaël ni moi sommes docteurs. On représente l'Association nationale des candidats au métier de la science politique, donc qui est une association qui existe depuis 1996 et qui vise grosso modo à veiller à la défense de la transparence et de l'égalité des candidats dans l'accès, dans les processus de recrutement. Peut-être un point liminaire important, c'est que pour parler du cas français, il est assez spécifique en ce qu'il existe un fonctionnariat de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'il faut garder en tête pour comprendre ce qu'on va expliquer derrière.
Du coup, pour répondre à la question qui nous était posée sur quelles sont les conditions d'entrée sur le marché du travail académique, il faut d'abord évoquer un constat, mais qui, je pense, n'est pas un constat uniquement français, c'est la baisse assez drastique de l'emploi académique en France. Et que ça soit du côté CNRS ou du côté de l'université. Pour vous donner quelques chiffres, au CNRS, le nombre de postes s'est réduit de façon drastique. Alors, les chiffres sont pour toutes les disciplines confondues, mais pour vous donner un indicateur, en 2002, il y avait 480 postes mis au concours, et pour 2016, on est sur un prévisionnel qui serait autour d'un peu plus de 200 postes. Donc on est sur plus que divisé par deux. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la réduction drastique de ce nombre de postes est en lien avec le fait que le nombre de candidats a doublé. Donc le taux de pression sur chaque poste est de fait encore plus important, avec ce deuxième effet qui fait que l'entrée dans la carrière a reculé de plus de 2 ans. C'est-à-dire qu'on est recruté 2 ans plus tard qu'il y a une dizaine d'années. À l'université, si on reprend les chiffres de l'Association française de Sciences Po, on connaît une sorte d'affaiblissement à la hausse. C'est-à-dire qu'entre 86 et 2000, pour les chiffres qu'on a, on était autour de 3% d'augmentation du nombre de postes. Et depuis, on tourne autour d'1% sur 360 titulaires, donc ce qui fait en moyenne un taux de 3,6 postes par an. Là aussi, ça pose d'autres questions, et ça on pourra y revenir, c'est que cette évolution problématique de l'emploi scientifique a pour corollaire aussi l'augmentation du nombre d'étudiants en sciences politiques et du nombre de candidats. Du coup, après avoir fait ce constat-là et se dire voilà, les conditions d'entrée sont de plus en plus difficiles sur le marché de l'emploi académique, nous on a voulu poser aussi quels étaient les effets de la contrition du marché de l'emploi sur les conditions d'entrée sur ce même marché. Alors, pour le dire très vite et histoire de ne pas trop monopoliser la parole, il y a au moins 5 conséquences de donc, cette rétraction du marché du travail sur le marché français, mais à mon avis, c'est des enseignements qu'on peut tirer de manière beaucoup plus générale. D'abord, et ça, il faut quand même insister assez largement là-dessus, le premier effet, c'est une concurrence encore accrue entre les candidats qui sont parfois aussi des amis, mais donc une concurrence accrue qui se joue notamment autour du fait qu'aujourd'hui, la thèse est effectivement donc le point essentiel qui est censé valoriser le dossier du candidat, mais au-delà de la thèse, on demande également à ce que donc le candidat puisse se prévaloir donc d'un certain nombre de publications internationales, voire parfois donc toute une série d'enseignements évidemment, mais aussi de responsabilités. On l'a déjà vu dans certains comités de sélection, de responsabilités au sein donc des parcours licences, pour parler avec le vocabulaire français. Enfin non, c'est même plus le vocabulaire français pour le coup, mais donc des responsabilités en termes de pilotage d'une licence 3. D'accord. Donc grosso modo, pour pouvoir aujourd'hui candidater, il faut pouvoir se prévaloir d'un CV qui est au moins équivalent à celui d'un maître de conférence, ce qui de fait renverse un petit peu la logique initiale. Deuxième conséquence, ce sont des injonctions contradictoires chaque année plus fortes, dans la mesure où donc les écoles doctorales qui pilotent au sein des universités donc les parcours des doctorants demandent à ce que les thèses soient donc à chaque fois plus courtes. Dans le même temps, on nous dit dans l'oreille droite que le CV doit être d'autant plus long, c'est-à-dire qu'il faut avoir une très bonne thèse accompagnée donc de tous les éléments que j'évoquais tout à l'heure. Troisième conséquence, c'est que évidemment tous ces effets se jouent de manière extrêmement différenciée selon les sites et les laboratoires, c'est-à-dire que la socialisation à tout ce qui peuvent constituer donc les critères dits d'excellence des dossiers cette socialisation est effectivement extrêmement différente selon les sites au sein desquels donc on apprend un peu le métier de chercheur. Quatrième conséquence, donc c'est une précarisation assez drastique et structurelle des manières d'enseigner la science politique en France. Alors, on est en train de conduire une enquête qui n'est pas encore aboutie, mais qui dégage quand même toute une série d'enseignements. Aujourd'hui, donc d'après les sites sur lesquels on a pu travailler, 45% des charges d'enseignement sont aujourd'hui assurées par des non-titulaires. Ces non-titulaires étant, dans la plupart des cas, donc des jeunes chercheurs. Et puis, dernière conséquence, donc cette précarisation des missions d'enseignement se retrouve également pour ce qui est donc
des pratiques de recherche, tout simplement. Alors pour le coup, ça rejoint un petit peu ce que Jasmine évoquait tout à l'heure, à savoir que la socialisation, encore une fois, donc on parlait d'habitude tout à l'heure, mais la socialisation à l'appel à projet, la socialisation à la machine bureaucratique et administrative fait partie désormais des prérequis attendus pour les candidats. Et évidemment, donc cette socialisation est extrêmement différente selon qu'on est dans un laboratoire qui est plus ou moins, dont les liens sont plus ou moins institutionnalisés avec les différents opérateurs qui permettent de contractualiser les missions de recherche. Très rapidement, en fait, nous, on voulait poser une autre question aussi sur, on fait le constat que le marché du travail scientifique est complètement fermé. Donc, il y a une question qui se pose vraiment, en tout cas, où les institutions essayent de prendre à bras le corps cette question-là, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces docteurs qu'on ne pourra pas caser à l'université? Donc, ça pose la question, en tout cas en France, c'est comme ça qu'elle a été appréhendée, notamment à travers une mission ministérielle qui a été confiée à Patrick Fridanson, qui est un historien. En gros, la question, c'est comment on fait pour valoriser le doctorat dans le secteur privé et comment on fait pour que les docteurs aient un accès spécifique à la haute fonction publique. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir en tête que le système universitaire français est structuré en grandes écoles et en universités, et que du coup, quelle que soit la manière dont on entre dans le problème, ça pose question. Si on pose la question de la reconnaissance du doctorat dans le secteur privé, déjà, il y a plusieurs choses qui nous posent un peu problème, c'est qu'elle est toujours posée de telle manière à ce qu'on ne considère que l'entreprise comme étant un débouché et pas, par exemple, les associations ou les coopératives. Et donc, on est toujours très clairement sur la question du modèle entrepreneurial. Ça a aussi des conséquences sur le fait qu'on demande aux doctorants maintenant de suivre tout un tas de formations en management, comme si le doctorat en soi ne suffisait pas. Et donc, en gros, les écoles doctorales se transforment un peu en espèce de succès d'année d'écoles de management. Mais surtout, la question qui se pose, c'est que comment être recruté dans le secteur privé quand les individus avec qui on est en concurrence et les individus qui en recrutent viennent eux-mêmes des grandes écoles, où pour le coup, ils ne savent absolument pas ce que c'est qu'un docteur et ont plutôt tendance à recruter leurs semblables. On est sur un système de reproduction assez classique. La deuxième question, c'était la question de l'accès à la haute fonction publique. Et là, c'est pareil, Fridanson, lui, s'est fendu d'une tribune dans la presse pour expliquer comment les énarques qui occupent l'essentiel des postes ont complètement fermé toute possibilité d'ouverture d'un concours spécifique aux docteurs. Donc, je laisse Raphaël conclure. Si tu as deux mots de conclusion, ou sinon on pourra revenir largement dans le... Ouais. Merci beaucoup. Alors, on passe à Bruno, qui va nous parler, je pense, de la situation en Belgique. C'est vrai qu'on a demandé aux intervenants de parler d'abord des contraintes qui existent, mais est-ce que c'est possible d'avoir quand même un peu d'espoir, nous donner un peu d'optimisme? Oui, merci. Alors, bon, je ne sais pas si je vais être en mesure de vous rendre un peu d'espoir, parce que la situation belge sort pas vraiment du lot. Bon, elle sort pas vraiment du lot, malheureusement. Je vais expliquer pourquoi assez vite. D'abord, une petite précision justement sur la recherche en Belgique. Il faut savoir que, et je crois que ça distingue le FNRS belge du FNRS suisse, en Belgique, vous avez des postes définitifs au FNRS, ce qui vous permet de candidater pour du long terme, ce qui est le cas aussi au CNRS, mais je ne pense pas que ce soit le cas au FNRS suisse. Ceci dit, la concurrence est énorme. Le FNRS propose également des bourses de doctorat sur concours, des bourses de post-doc sur concours, avant seulement d'atteindre le stade définitif avec le poste de chercheur qualifié que j'occupe. Alors c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que on remarque du coup en Belgique une très grande spécialisation des thésards. Ceux qui passent par le FNRS ont grosso modo quand même plus de chances que les autres, plus de chances que ceux qui réalisent leur thèse de doctorat en étant assistants dans les universités. Par exemple, ceci étant dit, voilà, les exigences sont exclusives, les publications internationales sont extrêmement
importante à valoriser, et du coup, alors que jadis les personnes qui passaient par le FNRS, et notamment par des postes de chercheurs qualifiés comme celui que j'occupe, finissaient systématiquement par être, ou quasi systématiquement par être réintégrés dans les universités, on remarque aujourd'hui en Belgique que ces mêmes chercheurs, qui souvent ont eu par ailleurs un parcours international, ces mêmes chercheurs se concentrent sur la publication, sur la recherche, cherchent à éviter les cours, et puis surtout ne cherchent plus spécialement à réintégrer la vie académique et à être nommé professeur des universités. Ceci dans un contexte où, de toute façon, les nombres de postes définitifs de professeurs dans les universités belges se réduit. À l'université de Liège, par exemple, la crise aidant, on ne renomme plus que 2 profs sur 3, dès lors que 3 profs partent à la retraite. Au FNRS, la création de postes a cessé depuis maintenant 6 ans, même un peu plus, et ne sont remplacés que les départs. Et le problème, c'est que les départs, il y en a de moins en moins, puisque ceux qui sont au FNRS restent au FNRS. Sans compter évidemment le fait que la compétition s'est internationalisée, donc des dossiers de l'étranger, de France, d'Italie, d'ailleurs débarquent, et que donc du coup évidemment le pourcentage de chance se réduit d'autant. Ce qui fait qu'on aboutit, pour ce qui est des postes, des situations de post-doc, à un état de démultiplication des chercheurs qui composent avec des bouts de chandelle, donc qui enchaînent les post-docs de 2 ans, de 3 ans, sur contrat privé, sur contrat universitaire, sans pour autant jamais parvenir à obtenir le Graal du poste définitif. Alors pour autant, ceux qui parviennent à être nommés sont très souvent, je pense pouvoir le remarquer maintenant depuis que je roule ma bosse dans la recherche, et ça commence à faire un petit temps, je pense commencer à remarquer qu'en Belgique, ceux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu sont souvent des chercheurs belges, mais qui ont eu un parcours international important. Des chercheurs belges qui ont eu un parcours international important, qui peuvent se prévaloir d'un réseau dans lequel on retrouve des grands noms des sciences sociales internationales, alors soit parce que un tel a vu sa thèse dirigée par un tel en Angleterre ou en France, ou encore parce qu'un deuxième a publié lui avec une star internationale. C'est des choses qui sont importantes. Les supports, les soutiens sont importants. Voilà, c'est ce que je peux dire pour la situation belge, à nouveau en mettant l'accent sur le fait que ceux qui mettent l'accent sur la recherche fondamentale, en tout cas pour le FNRS, ont probablement plus de chances que les autres, dans un contexte budgétaire qui est pas du tout enthousiasmant. Ce que je pense remarquer aussi pour la Belgique, c'est que bien d'une certaine manière, et là je prendrai le contre-pied de l'analyse bourdieusienne, au regard de la démocratisation de l'enseignement, le nombre d'étudiants dans les facultés ne cesse d'augmenter. On voit également des fusions avec les grandes écoles, et donc du coup les universités ne cessent de s'accroître en termes de nombre absolu d'étudiants, ce qui a pour conséquence évidemment au terme des masters tout simplement de créer, de développer des étudiants de très bon niveau qui ont envie de faire des thèses, qui souvent se lancent dans des thèses. Il y a pas mal d'argent pour faire des thèses au bout du compte, et je crois que c'est le cas un peu partout en Europe, sauf si on descend vraiment fort bas vers le sud, mais il continue à avoir de l'argent pour faire de la recherche, mais systématiquement sur des petits contrats précaires, des contrats qui permettent de faire des thèses, des post-docs, mais pas au-delà. Et puis alors surtout, étant donné, au regard de cette démocratisation de l'enseignement, eh bien les candidats sont de plus en plus nombreux, voilà, et de plus en plus aptes également à les réaliser, ces thèses. Et dès lors, on a des docteurs, de plus en plus de docteurs, en Belgique comme ailleurs inversement, de moins en moins de postes définitifs, et le goulot d'étranglement se présente à ce moment-là comme partout ailleurs. Alors c'est
enthousiasmant si on réfléchit en termes de démocratisation de l'enseignement. Je pense que on est plus systématiquement dans de la reproduction au sens bourdieusien du terme, comme on a pu l'observer jusque dans les années 90. En revanche, voilà, que faire de toute cette intelligence produite? Et c'est là que le bas blesse. Alors on a l'ouverture vers le privé. Je mettrai l'accent sur quelque chose qui me semble important, c'est que effectivement, systématiquement, le privé équivaut à privé de type entrepreneurial. On ne pense pas au secteur associatif, on pense encore moins au secteur coopératif. Les étudiants ne sont absolument pas formés à ce type d'initiative, par exemple coopérative ou associative, et donc du coup effectivement sont pris par l'idéologie managériale du temps dès l'âge de 25, 26 ans, en se disant bon voilà, je vais essayer de truster le privé. Bon. Donc je m'arrêterai là, voilà, et puis réinterviendrai plus tard si nécessaire. Merci. Beaucoup d'éléments très intéressants. On voit qu'il y a des tendances un peu contradictoires qui sont à l'œuvre. On pourra revenir sur certains des éléments qui ont été évoqués, mais d'abord, on aimerait ouvrir le débat parce que nous sommes sûrs que vous avez beaucoup de questions, de remarques, de commentaires. Il y a des micros qui sont disponibles. Merci. Ici, Dr. Adjagbe, Université d'Ottawa et Radio University South Africa. En ce qui concerne justement cette tension qu'il y a entre financer les recherches doctorales et puis maintenant l'entrée dans l'exercice même de la profession après cette recherche devient problématique, j'aimerais savoir comment se fait-il que ceux qu'on appelle donc les gardiens du temple, ceux qui ont accédé à la profession selon des exigences de leur temps, deviennent plus ou moins donc des obstacles pour ceux-là qui en réalité donc sont formés selon les exigences de leur époque et qui donc se trouvent à la porte de l'histoire et qui ne peuvent pas pénétrer alors que leur propre directeur se retrouve donc les vrais obstacles à l'entrée de ces doctorants dans la profession enseignante. Puisqu'il y a des professeurs qui sont ici, il y a donc des directeurs de thèse qui sont ici, j'aimerais bien les entendre sur la politique qu'ils mettent en place justement pour favoriser l'entrée dans la profession des gens qu'ils ont accompagnés pendant 5 ou 10 ans. Est-ce que ce n'est pas aussi un échec de leur part? Merci beaucoup. Merci, bonne question. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir tout de suite? On va prendre quelques questions. Ok, on va prendre 2-3 questions encore alors. Et on va les regrouper. Oui, vous pouvez peut-être aller avec monsieur à côté. Ok, allez-y. Je vais essayer, merci. Carole Simard, Société québécoise de sciences politiques, Université du Québec à Montréal. Alors, félicitations pour l'organisation de ce panel. Je vais simplement rappeler qu'à Montréal, nous avons publié un numéro spécial de la revue Politique et Société, justement sur les questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Alors, nous avons dressé un portrait, donc il y a différents articles dans ce numéro de la revue spéciale de Politique et Société, publié en 2013, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a un portrait des embauches dans les départements francophones de sciences politiques au Québec, donc plusieurs départements. Nous avons répertorié donc 81 embauches et nous avons identifié les caractéristiques. Donc, nous avons fait un portrait socio-démographique des caractéristiques des embauchés. Nous avons également dans ce numéro un portrait des doctorants canadiens à partir des données de Statistique Canada. Alors, ce qui ressort très rapidement, parce que je vais aller rapidement, donc l'âge des docteurs donc augmente au moment de l'embauche, donc moyenne d'âge 32-33 ans. Aussi, on constate qu'après 5 années, un docteur qui n'a pas trouvé d'emploi dans une université a très peu de chances par la suite d'être embauché. Augmentation des exigences également en termes de publication, tel que mentionné. Et aussi, on demande de plus en plus que le titulaire soit capable ou
ait à son actif des publications non seulement en français, mais en anglais. Autre élément que j'aimerais aussi faire ressortir, c'est que le gouvernement canadien, depuis quelques années, s'inquiète beaucoup du nombre élevé de docteurs. Alors, la question qu'il pose dans des revues publiées par notamment Statistique Canada, c'est est-ce qu'au Canada, la question, est-ce qu'on ne produit pas trop de docteurs? Alors, c'est une question un peu scandaleuse. Si une de mes collègues qui travaille en politique publique scientifique était ici, elle dirait, très franchement, le Canada produit trop de docteurs, ce qui est très choquant pour beaucoup de gens. Aussi, je crois, et je rejoins un peu ce qu'un intervenant a dit tout à l'heure, c'est qu'il existe un hiatus très important entre le projet de vie professionnelle de ceux qui s'inscrivent dans des études doctorales et ceux qui trouvent un poste. Donc, en conséquence, il y a de moins en moins d'élus et beaucoup de gens qui se sentent rejetés à la suite du parcours professionnel et doctoral. Alors la question, et je rejoins un peu votre question, nous avons tenu l'an dernier dans un congrès de la Société québécoise de sciences politiques un atelier un peu sur le modèle de celui-ci, et les étudiants au doctorat qui sont sortis étaient extrêmement déprimés, voire découragés, lorsqu'ils ont entendu la réalité sur l'éventualité de trouver un poste. Et ma question, c'est comment préparer les futurs docteurs à avoir un plan B si un plan B est possible. Merci. Merci, c'est fort intéressant. Est-ce qu'on va prendre encore une question avant de continuer? Monsieur, là. Il est là. Oui, je l'ai vu. Je regarde juste autour. Bonjour, Sébastien Lamblay, doctorant à l'Université de Genève. Je voulais rebondir justement sur ce que Madame vient de dire. Le titre de ce forum, c'est les perspectives de carrière, et pour l'instant, on n'entend qu'il n'y a pas de perspective, en fait. Donc, est-ce que, vu qu'ensuite, on a la table ronde sur le privé, donc voilà, pour l'instant, ce que je retiens, c'est que, en fait, voilà, je vais aller voir l'autre table ronde et je vais repenser mon avenir hors du monde académique, parce que, voilà, c'est trop compliqué. Je tire un peu le trait, mais voilà, c'était pour... Est-ce qu'on pourrait entendre un peu des choses, des exemples de bons parcours et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver et pas juste dire c'est difficile. Merci. Alors, merci beaucoup. Effectivement, déjà, je pense que vous avez bien fait de mentionner la table ronde suivante. Donc, il faut peut-être déjà penser qu'il existe une vie après la thèse dans le monde académique et en dehors du monde académique, et que les deux sont équivalentes en termes de valeur. C'est pas nécessairement... on ne peut pas nécessairement considérer l'une comme une voie privilégiée et l'autre comme une voie de repli. Je pense que c'est bien désormais de considérer les deux comme des choses très intéressantes à poursuivre. Effectivement, j'espère maintenant d'avoir quelques éléments en plus sur les opportunités, sur des exemples positifs et sur des conseils, des suggestions, notamment pour les doctorants qui viennent de commencer, pour les doctorants en fin de thèse et pour les jeunes post-docs. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole? Oui. Oui, alors sur le paysage a été, c'est vrai, assez noirci. Maintenant, des postes existent toujours et les choses restent faisables. Voilà, c'est simplement extrêmement compétitif. Alors sur ce qu'il y a à faire pour remporter une élection d'une certaine manière, c'est très certainement publié dans des revues internationales et dès la thèse. Ça, c'est une réalité en anglais.
également, sans pour autant minimiser après la thèse la publication de livres, et notamment la publication de la thèse. Ça reste dans les sciences sociales valorisé, tant en France qu'en Belgique qu'en Suisse, je pense. Aller très vite voir ailleurs que là où on a engagé la thèse, dans des collaborations. J'insiste pour les tout jeunes doctorants, par exemple, un élément important, c'est les systèmes de co-tutelle. Ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement porteur. Et si je m'en tiens par exemple à l'université de Bruxelles et l'université de Liège, la plupart des personnes qui ont fini par être recrutées sur des postes définitifs, que ce soit du côté du FNRS ou du côté du monde académique, sont des personnes qui avaient engagé des procédures de co-tutelle à l'occasion de leur thèse, de co-tutelle internationale, j'entends. Donc si vous voulez quelques trucs, je peux déjà voilà, vous donner cela. Oui, alors il y avait Alex et puis Jasmine, et puis les autres. Pour donner une note un peu plus positive à un débat qui a été assez déprimant jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a l'image du marché du travail n'est peut-être pas aussi noire que ce qui a été décrit auparavant, en particulier pour les gens qui sont prêts à être mobiles, spécialement en Europe. Si on parlait un peu des conseils qu'on peut donner à des doctorants, si je commençais une thèse maintenant, la première, ce serait d'anticiper et d'être conscient des contraintes qui vont arriver quand les gens finissent leur thèse et arrivent sur le marché du travail. Le premier conseil, ce serait de commencer à publier assez tôt. Donc, la première chose qui détermine l'engagement sur un poste fixe, que ce soit en Suisse, je suis moins familier avec le contexte français, mais typiquement en Angleterre, c'est d'avoir un certain nombre d'articles. 2 ou 3 articles au moment de la thèse, c'est probablement votre meilleure assurance pour obtenir un poste académique après la thèse. Donc, planifier et commencer à publier assez tôt. Le deuxième, c'est être mobile. Donc, on a parlé de contexte administratif, politique, finalement assez contraignant. Maintenant, dans le pays où je travaille, en Angleterre, c'est un contexte assez différent, avec un marché du travail qui est d'une part beaucoup plus ouvert à cause de facteurs linguistiques, et d'autre, c'est un marché académique qui est certainement le plus grand en Europe, avec un nombre d'universités beaucoup plus grand que n'importe où ailleurs en Europe, avec aussi un marché plus ouvert, qui est plus ouvert à des candidats extérieurs, même si les conditions sont aussi assez compétitives pour l'engagement, spécialement pour les postes de lecturer. Maintenant, il y a beaucoup de chercheurs qui, si vous êtes prêt à être mobile, le meilleur moyen, probablement, du moins dans le contexte de petits pays comme la Suisse, peut-être la Belgique, c'est le cas des Pays-Bas par exemple, c'est peut-être d'être mobile, d'être prêt à partir à l'étranger après la thèse quelques années, où il y a des postes, c'est le meilleur moyen pour pouvoir revenir après et obtenir peut-être un poste fixe. Le troisième conseil que je donnerais, c'est de penser à la question du temps. Pour améliorer ses perspectives sur le marché du travail après la thèse, ce dont on a besoin, c'est d'une part de ressources, mais aussi de temps. Et j'ai tout à fait conscience que, pour ma part, j'ai terminé ma thèse, j'ai bénéficié du contexte institutionnel assez favorable, un peu assez luxueux suisse, où j'ai obtenu une bourse de recherche pour aller finir ma thèse, écrire ma thèse à Amsterdam. Ensuite, j'ai eu deux post-docs à Florence, ensuite à Cologne, où j'ai réalisé que j'ai eu 2 ans où j'ai pu publier quelques articles, publier ma thèse sous forme de livre. Si j'avais pas eu 2 ans où j'avais pas eu de contraintes administratives, pas d'enseignement, j'aurais certainement pas pu obtenir un poste fixe après. Donc la question du temps, donc vraiment prioriser, mettre la priorité sur plutôt des postes de recherche plutôt qu'un poste d'enseignement temporaire. Donc si vous pouvez choisir, même dans le contexte de l'Angleterre, maintenant tous les post-docs sont devenus aussi assez compétitif. Voilà. Merci. Peut-être pour donner un avis un peu différent, pas dans le sens de dire les publications c'est pas important ou les stratégies individuelles ne sont pas importantes, mais plus dans le sens de ancienne représentante du corps intermédiaire à l'Association suisse de sciences politiques. Je pense qu'une partie du travail, c'est pas de simplement se plier aux règles et dire « moi, je vais arriver à sortir du lot en faisant des publications, en partant à l'étranger ».
une série de contraintes font que partir à l'étranger n'est pas possible pour tout le monde et que je pense un des objectifs aussi de ce type de table ronde, c'est de dire comment on se donne les moyens de changer un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. Et pour moi, un des aspects les plus importants qui est à notre portée, c'est de se battre à l'intérieur de nos départements, auprès de nos superviseurs, de nos directeurs de thèse, de nos employeurs, pour dire de manière répétée ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et aussi, quelles sont nos attentes. Parce qu'on n'a pas le pouvoir par nous-mêmes de changer les choses, mais je pense que le fait de sensibiliser en discutant de ces questions, en disant que oui, les projets de recherche sont intensifs en ressources, donc on a tendance à proposer des postes d'assistants, doctorants qui coûtent moins cher, mais ce n'est pas irréversible. C'est possible de proposer des projets de recherche sur lesquels on engage un postdoctorant si on a conscience du fait que la situation actuelle doit changer, où il y a beaucoup trop de docteurs et pas assez de postes après. Donc le dialogue au sein des universités est quelque chose qui, à mon avis, doit jouer un rôle important pour changer les mentalités et faire évoluer la situation de manière plus drastique. Merci. Si je peux juste me permettre de rebondir vite, je pense qu'un élément essentiel en Suisse, c'est aussi la mise en place des postes de professeurs assistants en pré-titularisation conditionnelle. C'est un instrument qui est très utile et qui favorise la politique de la relève. Donc je pense qu'il faut aussi voilà, s'intéresser en tant que doctorant, en tant que postdoc, au développement de ce type de poste dans l'institution dans laquelle on se trouve et plus largement dans le contexte de la recherche en Suisse. Quelques rebonds rapides. Alors sur la première remarque, alors effectivement on peut interroger le rôle des directeurs de thèse, on peut aussi interroger les conditions plus ou moins transparentes du recrutement des candidats au métier de la science politique, c'est un peu la raison d'être de notre asso. Néanmoins, à mon avis, un des dangers c'est de continuer à pointer des responsabilités qui sont plus ou moins individuelles, alors même si elles sont prises dans des enjeux plus systémiques, mais justement au-delà à mon avis, alors le jour où tous les directeurs de thèse feront vraiment leur travail, ça ne soldera pas vraiment la question de savoir s'il y a, enfin, dans la mesure où il n'y a qu'un poste pour 100 candidats, alors même s'il y a 100 super directeurs de thèse, ça ne va pas complètement bouleverser la donne, quoi. Donc de toute façon, à mon avis, le combat il se joue, enfin à notre avis, le combat il se joue davantage à ce niveau-là. Ensuite, sur les opportunités, donc au sortir de la thèse, alors rassurez-vous, des opportunités, il y en a tout plein. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à enseigner pendant des années, vous pouvez continuer à cantiner sur des petits contrats de recherche pendant des années, donc si c'est ça qui vous passionne, il n'y a pas de problème, il y a de quoi faire. C'est simplement effectivement donc les conditions matérielles d'exercice de ces deux missions qui aujourd'hui posent tout à fait, enfin qui posent grave problème. Et puis donc troisième élément, donc nous on s'associe complètement à ce que vient de dire Jasmine, c'est-à-dire que on n'est pas là, nous, pour contribuer un petit peu au parfait manuel de l'entrepreneur de soi en délivrant les bonnes recettes, parce qu'effectivement, même si 100 personnes, encore une fois, ont les bonnes recettes, dès lors qu'il n'y a qu'un poste, ça ne changera rien, on sera tous devenus des requins, et puis point barre, quoi. Donc, encore une fois, le combat, avant de se poser la question de savoir quel est le parfait CV, sachant que c'est jamais automatique, il est de savoir comment on peut bouleverser un peu les règles du jeu, quoi. Et je pense que Julien là-dessus peut donner quelques billes pour le cas français. Parfait. Oui. Je finis de répondre. Ce qu'on évoque aussi, enfin en tout cas c'est des questions qu'on se pose aussi, c'est l'échec assez patent de l'action collective dans nos milieux. Action collective, alors pour défendre quoi? À la fois, et là je me place strictement dans le cadre du marché du travail académique, donc sur l'augmentation du nombre de postes, mais sur aussi cette logique de la course au financement qui fait que finalement on devient plus des machines à courir après le pognon que faire effectivement notre travail de chercheur. Et du coup, je pense que structurellement c'est très compliqué, d'une part parce que les titulaires sont pris dans ces logiques-là. Moi j'ai un exemple en tête d'un directeur de laboratoire qui critique les projets IDEX, alors c'est l'initiative d'excellence, hein, c'est le vocabulaire contemporain, qui en gros bouffe énormément de temps de travail parce qu'il faut répondre, c'est des gros appels à projets, et donc il lui critique ça en disant il faut supprimer les IDEX, mais bon, il y a un IDEX qui s'est créé dans la région où est son laboratoire, donc il y va quand même parce qu'il faut quand même jouer le jeu parce que sinon on n'aura pas de fric. Donc de fait c'est compliqué de se mobiliser contre parce qu'il faut quand même en être pour pouvoir avoir du pognon pour le labo.
D'autre part, on est sur des logiques individuelles extrêmement fortes. Et puis, du côté des précaires, voilà, je vous apprends rien sur la mobilisation difficile dans un secteur hyper atomisé. Enfin, c'est exactement comme pour les mobilisations de chômeurs. Turnover très fort, les coûts de coordination qui sont aussi extrêmement durs. Le fait qu'on est rarement épaulé par ceux qui seraient susceptibles de pouvoir tenir la mobilisation parce qu'ils ont les ressources pour pouvoir la tenir sur le long terme. Et puis parce qu'on est pris aussi dans les mêmes contraintes que les titulaires. C'est-à-dire qu'il faut chercher du pognon, il faut répondre à des appels à projets, il faut préparer les cours, faire de la recherche. Donc voilà ce que je voulais dire moi sur l'action collective. Et puis peut-être aussi critiquer un peu la question de voilà, internationalisez-vous quoi. Il faut qu'on fasse de l'international, mais cette question-là, elle est jamais réellement posée sur ce que ça peut impliquer. Par exemple, le directeur de l'Institut national des sciences humaines et sociales du CNRS. Pour lui, internationalisation, c'est vous avez fait un postdoc à l'étranger et vous avez publié 2 papiers dans les revues centrales de la discipline d'un point de vue international. Moi, je pose la question, j'ai un ami qui fait sa thèse à Douai, vous connaissez certainement pas cette petite ville. Le budget de son laboratoire annuel, c'est 1 500 €. Voilà, donc en gros, là, on pose la question d'internationalisation avec des gens, on est à Lausanne, on a des laboratoires qui nous ont payé les frais de déplacement, donc c'est bien beau, mais je pense que ces gens-là, ils auraient des choses à dire aussi sur ce que nous, on essaye de concevoir comme étant voilà, la bonne internationalisation. Oui, alors je vois qu'il y a plusieurs questions ouvertes. Merci. Et Dr Kitty Nathaniel, Université d'Abomey-Calavi, Bénin. La vie après la thèse, c'est une préoccupation importante, mais j'ai été surpris de constater que le taux d'accès à l'université est très faible pour les jeunes docteurs. Ici, alors que chez nous là-bas, des efforts sont faits pour que la majorité de ceux qui souhaitent accéder à l'université y accèdent. Alors, la question que je me pose, c'est de savoir si l'Occident a atteint la phase terminale de sa construction. Sinon, comment on peut imaginer que de jeunes chercheurs aient autant de difficultés à accéder à l'emploi? Quelqu'un dans son intervention a parlé d'un plan B. Comment c'est possible? C'est avant le doctorat, ou bien cumulativement aux recherches doctorales, ou bien après le doctorat, pour maximiser la chance d'accéder à l'emploi. Je vous remercie. Merci. Moi, c'est Dr Nyangadjomo Kone, Université Alassane Ouattara Bouaké. Le tableau que vous avez dépeint quant à la contraction générale des possibles après le doctorat, il est assez, j'allais dire noir, mais on ne veut pas quand même se lever ici avec du pessimisme. Il faut aussi qu'on apprenne à rêver, que ceux qui font le doctorat apprennent à rêver, que ceux qui arrivent sachent qu'il y a aussi des possibles. Je crois que généralement, la question se pose par le fait que après le doctorat, on pense qu'il faut forcément être recruté, et je pense qu'il y a d'autres opportunités qui s'offrent, parce que je sais qu'il y a de grosses structures de financement de la recherche, et juste quand vous finissez la thèse, souvent ils ont besoin des jeunes, des jeunes doctorants, pardon, je veux dire les postdocs, souvent c'est de 3 ans à minimum, enfin ceux qui ont soutenu leur doctorat il y a moins de 5 ans par exemple, ça c'est des opportunités qu'il faut exploiter. C'est des opportunités qu'il faut exploiter. Et je pense qu'une tribune comme l'association au sein de laquelle nous sommes ici devait pouvoir ventiler des informations relatives à ce type d'opportunités de financement. Moi, je prends mon cas spécifique. Parce que souvent, c'est la question de l'accès à l'information. Comment j'accède à l'information? Moi, j'étais doctorant en Côte d'Ivoire. Et il y avait des opportunités de recherche au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Moi, je n'avais pas l'information et c'est quelqu'un qui, depuis Paris, professeur Banegas Richard, qui a l'information et qui m'informe, moi qui suis en Côte d'Ivoire, qu'il y a une opportunité en Côte d'Ivoire, voyez. Et c'est lui qui m'informe, je postule et je gagne. Et c'est pareil pour le postdoc.
Donc je crois qu'il y a la question de l'accès à l'information. Si on a véritablement accès à l'information, il y a beaucoup d'opportunités. On n'a pas forcément besoin d'être recruté, d'être fonctionnaire. On peut développer sa recherche, on peut être peut développer des programmes de recherche. Et finalement, ce sont les universités qui vont nous courir après, par la qualité des recherches qu'on développe au sein donc de ces opportunités de financement-là. Merci beaucoup. On va encore prendre 2 questions. Il y en a une par là. Merci. Alexandre Rodek-Mbassi, doctorant en sciences po Douala, Cameroun. Je suis un peu surpris parce que je viens d'une terre où, quand on est doctorant, on ne bénéficie pas d'allocation de recherche, on ne bénéficie pas de l'encadrement de la part que ce soit de l'université ou des pouvoirs publics. Et que paradoxalement ici, où les doctorants bénéficient, je ne sais pas si c'est systématique, mais bénéficient des allocations de recherche, bénéficient des facilités institutionnelles, que le problème du post-doctorat se pose en termes de chômage. Et qu'en Afrique, où je viens notamment au Cameroun, où les doctorants ne sont pas suivis, ne bénéficient pas de toutes ces facilités-là, effectivement, puissent trouver moyen pour s'insérer à l'université. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la question, et c'est la question que je me suis posée aux intervenants, est-ce que finalement la question du recrutement de la vie après la thèse ne rejoint pas de façon générale le problème du chômage, notamment en France, où on sait actuellement quelle est la situation du chômage dans ce pays-là. Et si tel est le cas, est-ce qu'il ne faut pas penser que les pouvoirs publics ou les autorités, pas seulement au niveau de l'État et des universités, je comprends bien que c'est l'autonomie de l'université dont il s'agit ici, mais parce que la question du recrutement, de l'insertion dans les universités, dans les postes d'enseignement, rejoint aussi une question de chômage à l'échelle nationale. Il faut peut-être aussi intégrer la réflexion du point de vue des pouvoirs publics. Comment résout-on cette question-là? Merci. Oui. Non, allez-y. Excusez-moi. Oui. Deuxièmement, est-ce que dans je voulais rejoindre l'intervenant tout à l'heure, est-ce que finalement l'accès à l'université ou alors la question de la vie après le doctorat n'est pas une question de débouché, c'est-à-dire dire par exemple aux jeunes qui sont formés en sciences politiques par exemple que il n'y a pas que l'enseignement comme débouché, il y a aussi d'autres débouchés autres que l'enseignement. Est-ce que finalement le recrutement à l'université n'est pas aussi une question de débouché? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question pour cette tournée? Ok, alors est-ce que quelqu'un des intervenants aimerait répondre à quelques-uns de ces éléments? Peut-être un des éléments qui sont ressortis, c'est la question des conditions pendant la thèse, qui pose plutôt problème dans certains pays, et la question de l'emploi après la thèse, qui pose peut-être d'autres problèmes dans d'autres pays. Je ne sais pas si quelqu'un a l'intention, souhaite intervenir sur ce problème, sur cette différence. Oui. Oui, alors, ce que je voudrais dire à ce sujet-là, c'est que on sait que les opportunités d'emploi après les thèses de doctorat existent. Elles existent dans le service public, elles existent en politique. Voilà, et surtout les offres de post-doctorat sont extrêmement variées. Et là, pour le coup, je pense qu'il faut rappeler le travail que vous faites avec l'ANCMS,
ce nom absolument imprononçable, mais bon, voilà, c'est assez crucial parce que tout s'y trouve, et là pour le coup on voit que le travail associatif et militant porte ses fruits parce que les informations sont regroupées, et donc voilà, ça peut également s'inscrire à cette liste, peut également mettre du baume au cœur et relancer l'espoir, parce que vous allez voir du coup que des postes, et surtout des postdocs, il en existe par centaines toutes les semaines. Et donc il tient qu'aux candidats de se mobiliser. Ce que je voudrais partager comme réflexion, c'est plutôt une réflexion très globale, qui est une réflexion politique au bout du compte sur les débouchés des doctorats qui sont toujours plus fluctuants en termes de postes définitifs. Mais ce qu'on constate, c'est que tout simplement le travail lui-même est toujours plus flexible, quel que soit le lieu où on finit par travailler. Le travail, c'est toujours moins de carrières sur le long terme, toujours davantage des empilements de contrats à durée déterminée, de temps partiel, de mi-temps. Et donc, au bout du compte, toute une série de sociologues ont déjà bien analysé les choses, comme Robert Castel, par exemple, dès les années 90. On voit bien que le travail lui-même se précarise dans la totalité de la société. Et donc, des postes qui peuvent vous permettre de faire fructifier vos doctorats après la thèse existent. Parfois même des initiatives très autonomes sont lancées, des labos de recherche autonomes, par exemple indépendants, voilà, par des docteurs qui n'ont pas trouvé de boulot sur le long terme. Ça indique quoi? Ça indique que précisément il y a une vraie réflexion politique à lancer à l'échelle européenne sur la façon dont, de manière générale, le travail se précarise et repose toujours davantage sur des contrats ultra flexibles, existentiellement extrêmement angoissants, et que c'est un peu la normalité au bout du compte sur laquelle aujourd'hui l'ensemble des carrières repose, au point qu'on peut se demander si les postes qui jusqu'à présent étaient censés être sécurisés ne vont pas finir par être remis en cause. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une ultra flexibilisation du marché du travail à terme, jusqu'à la fin de la carrière, même pour les profs? Et là, pour le coup, il y a une vraie mobilisation politique à avoir. En Sciences Po, évidemment, on a l'habitude de faire un pas de côté par rapport au monde politique. En revanche, nos destins de chercheurs, de jeunes chercheurs ou de chercheurs plus ou moins avancés et d'enseignants, c'est bien de se poser la question de vers quelle société on va, vers quel monde on va. Un monde où, au bout du compte, on devient des pions ultra mobiles et flexibles dans une insécurité existentielle permanente. J'étais surpris, j'ai fait mon postdoc à Cambridge, j'étais assez surpris de voir que les chercheurs que je croisais venaient forcément d'un peu partout dans le monde, mais ce à quoi ils faisaient attention, c'était surtout pas fonder de famille, pas avoir d'enfants, parce que vous comprenez, ça paralyse, ça empêche la mobilité, ça bloque au bout du compte. Il faut pouvoir répondre à une offre de poste demain en Australie ou aux États-Unis ou au Brésil, peu importe. On demande donc des sacrifices énormes, et cette flexibilité du travail devient la norme comme partout ailleurs dans la société. Et ça, pour le coup, le dénoncer est un acte politique au sens premier du terme, mais pas scientifique. Alors, je vois les participants effrayés. Est-ce que... Je pense que c'est intéressant peut-être je me permets d'intervenir pour revenir peut-être sur le rapport sur la situation des postdocs en Suisse, dont on a parlé un peu au début. Est-ce que, donc, sur cette question, Jasmine, est-ce que peux-tu nous dire quelque chose sur le niveau de satisfaction générale des postdocs donc en sciences politiques en Suisse, et quels sont les éléments à améliorer selon les postdocs? Alors, si ma tâche est d'égayer l'après-midi en répondant à ces questions, je ne suis pas sûre d'y arriver. La satisfaction, je dirais, elle est assez variable en fonction des régions linguistiques en Suisse, comme c'est souvent le cas. Mais aussi, une question qui n'a pas été soulevée, c'est la question du genre. C'est-à-dire qu'il y a encore pire qu'un postdoc, il y a un postdoc femme. Donc, sur les questions subjectives, lorsqu'on demande est-ce que vous sentez soutenu, est-ce que vous sentez encouragé,
il y a systématiquement des réponses plus basses parmi les femmes. Et ça, c'est aussi un problème structurel, c'est peu de profs femmes, donc les femmes sont moins intégrées dans les réseaux et sont moins soutenues. Donc je pense que ça, c'est un aspect problématique. Un problème que les gens soulèvent aussi, c'est la question soulevée aussi par Alexandre avant, c'est le temps de travail. Comment on gère son temps de travail quand la seule chose qui est reconnue et valorisée, c'est les publications au sens strict. Mais une publication, il y a beaucoup de travail en amont, que ce soit du travail de recherche ou de réflexion, qui ne peut pas être résumé à la publication qui est le résultat final. Du temps qui est dédié à l'enseignement, à la supervision des étudiants. Et toutes ces tâches sont, dans l'ensemble, peu valorisées. Que les postdoctorants ont l'impression que la seule chose qui est valorisée sont les publications, qui est aussi une chose à laquelle ils ont peu de temps à dédier. Et du coup, en lien avec les questions d'avant, de dire quelle est la formation d'un docteur, ou même avant un docteur et après un postdoctorant, et quels sont les débouchés, je pense que la réflexion à avoir, c'est aussi de dire qu'est-ce qu'on sait faire après un master en sciences politiques, qu'est-ce qu'on sait faire après une thèse en sciences politiques, et qu'est-ce qu'on sait faire après un postdoctorat en sciences politiques. Et d'arriver à clarifier ces compétences que les personnes ont, et d'arriver à les recontextualiser. Dans le fait de dire, les débouchés ne sont pas uniquement académiques, et aussi, l'académique n'est pas la voie royale et tous les autres sont des débouchés, ok, t'as pas réussi, bon, bah, tu peux faire autre chose peut-être. Dès le départ, dire, on apprend à faire des choses qui sont des compétences transversales et qui peuvent déboucher sur différents types de professions. Que ce soit l'enseignement, mais aussi une gestion de projet. Gérer un projet de recherche n'est pas quelque chose de simple. Gérer une équipe de recherche, souvent les postdoctorants font ça aussi, sont des compétences qui ont une valeur sur le marché non académique, qui ne sont pas perçues par les postdocs ou les doctorants eux-mêmes, et qui ne sont pas non plus très bien comprises par les employeurs potentiels. Donc il y a aussi tout un travail qui est une responsabilité des superviseurs et des universités, de dire que ça fait des politologues. C'est quoi un politologue? Pourquoi ne pas engager un politologue à la place d'engager un juriste? Souvent, un juriste, on sait beaucoup mieux qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire. Donc, tout ce travail qui est une responsabilité aussi des universités, aussi des superviseurs, et puis qui se joue à différents niveaux. À l'intérieur, de ne pas hiérarchiser les voies, mais aussi à l'extérieur, de dire, ben voilà ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut vous offrir. Ok, c'est un point excellent, c'est un point clé, je pense. Est-ce que quelqu'un voulait rebondir? Je commence avec vous. Ouais, moi je suis absolument d'accord sur le fait que la question des débouchés, elle ne se pose pas sans poser la question de la reconnaissance du doctorat. Je vous raconte une petite anecdote qui parle d'elle-même. C'était il y a une dizaine d'années, il y avait un salon des thèses donc organisé par l'association, moi j'y étais pas encore, mais ils avaient invité un représentant du MEDEF et qui expliquait en fait que lui il recrutait que des ingénieurs dans sa boîte parce que les ingénieurs étaient des produits normés et que les docteurs étaient des produits anormés, voire anormaux, comme il avait dit. Et pour le coup, ça pose vraiment cette question-là, c'est que personne ne sait ce que c'est qu'un docteur en sciences politiques, à part les gens présents dans la salle et ceux qui font partie de ce champ-là. Et ça pose aussi une autre question, c'est que le doctorat, enfin en tout cas dans le processus de normalisation que certaines institutions essayent de produire pour dire bah voilà le doctorat c'est ça, eh bien, il suffit jamais en soi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours rajouter quelque chose pour qu'un docteur soit employable ailleurs. Et c'est notamment, nous on voit apparaître des choses assez étranges, des formations qui ne sont réservées qu'aux docteurs, alors qui sont notamment dans les universités catholiques en France, et qui sont des diplômes universitaires en management de la recherche. C'est-à-dire que c'est accessible aux docteurs et ça va vous apprendre à être un bon manager. Et donc en fait, on se pose jamais la question de oui, mais enfin le doctorat, en fait, peut-être qu'il est suffisant en lui-même. Qu'est-ce qu'on sait faire? Donc comment on arrive à parler de qu'est-ce que c'est qu'un docteur? Voilà, qu'est-ce qu'on est susceptible de produire? Qu'est-ce qu'on est susceptible de quels sont les savoirs et les savoir-faire qu'on pourrait mobiliser ailleurs qu'à l'université? Alexandre? Non, de nouveau, pour rebondir sur cette idée, je pense qu'il faut sortir de l'idée que sortir du monde académique après la thèse est synonyme d'échec. Le problème structurel que je vois, c'est que chaque enseignant, d'une certaine manière,
à cette volonté de former ses élèves, dans ce cas ses doctorants, à sa propre image. Le problème des directeurs de thèse, c'est que la plupart d'entre eux, du moins en sciences politiques, ont passé toute leur vie dans le milieu académique, le milieu universitaire, où les normes et les critères de succès ou d'échec sont exclusivement déterminés par le succès académique ou universitaire. Donc c'est aussi un peu problématique de demander aux directeurs de thèse de sensibiliser leurs doctorants aux opportunités en dehors du monde académique, alors qu'eux-mêmes, pour la plupart d'entre eux, n'ont jamais eu un emploi en dehors du monde académique. Maintenant, ça a vraiment en lien avec l'idée de sortir la science politique de sa coquille et puis aussi expliquer en dehors quelles sont les compétences d'un docteur en sciences politiques. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et être conscient peut-être des compétences qu'on acquit pendant la thèse, ça c'est essentiel, on ne se rend pas compte, mais des compétences de gestion de projet, des compétences techniques, des compétences d'analyse, etc. Donc il faut aussi, je pense pour les doctorants et les doctorantes, être conscient du fait qu'on acquérit des compétences qu'on peut utiliser dans le monde académique et en dehors du monde académique. Donc, Antoine, si tu veux. Non, ça fonctionne. C'est une petite intervention, mais pas en tant que modérateur, organisateur de la table ronde, mais en tant que militant universitaire depuis des années. Quelqu'un a dit tout à l'heure que c'était il y a bien sûr des questions de structure, d'organisation, d'ouverture de postes, de concours, etc. Mais c'est surtout, en premier lieu, une question de ressources. C'est-à-dire qu'on le voit très bien en Suisse, parce qu'on est dans une transformation assez importante du monde universitaire, où il y a beaucoup de nouveaux, ça a été dit, de doctorants, beaucoup plus de doctorants qu'avant. Enfin, c'est une transformation de système. On n'a plus dans la même université que celle qu'on connaissait il y a encore 15 ans. Eh ben, il faut que les ressources suivent d'une manière ou d'une autre. Et à partir du moment où on parle de ressources économiques, ça signifie que ce sont des questions politiques. Et moi, là, si j'ai un message à faire passer, c'est que pour les doctorants, les postdocs, les chercheurs, les précaires, etc., il faut impérativement vous engager dans les questions de politique universitaire, à la fois à l'intérieur de l'université, bien sûr, c'est là où on peut régler ou chercher à apporter quelques solutions en termes d'organisation, mais aussi à l'extérieur de l'université. C'est extrêmement important qu'on fasse comprendre aux responsables politiques, au gouvernement, etc., qu'il nous faut absolument une augmentation des ressources importante si on veut suivre cet accompagnement, suivre cette augmentation du nombre d'étudiants. Ça commence au bachelor, ça commence en première année de l'université, puis ensuite au master, puis ensuite au doctorat et ensuite au postdoctorat. Ça, c'est le premier aspect politique. Il y a un deuxième aspect politique, c'est aussi, ça a apparu un peu en arrière-fond dans quelques-unes des interventions, c'est que les transformations du monde de la recherche, à mon avis, mais là je parle vraiment en mon nom propre, ont comme objectif de discipliner les chercheurs. Et derrière cette discipline, il y a aussi une manière de discipliner la recherche elle-même, et en particulier via la normalisation des parcours. Moi, je n'ai pas du tout envie d'avoir des candidats qui ont tous le même profil, qui ont tous fait un semestre à l'étranger, qui ont tous publié leurs articles ici, dans les revues, etc., etc. Moi, j'aurais envie dans l'université de profils extrêmement variés. Et ça signifie donc, parce qu'il faut être concret, il faut être réaliste là-dessus, ça signifie que pour quelqu'un qui est très bon dans la publication, dans les revues internationales, on aura d'autres personnes qui seront très mauvais dans ce domaine-là. Pour un très bon enseignant, on aura un très mauvais enseignant. Et si on veut vraiment être dans cette idée où l'université a un lieu d'émulation, on doit avoir des chercheurs, des enseignants, des administratifs qui sont parfois bons, parfois mauvais, qui font quelque chose mais qui ne font pas quelque chose d'autre. Et je vous prendrai là juste un tout petit exemple de l'histoire de la pensée économique du XXe siècle. C'est le grand économiste Piero Sraffa, qui était sans doute un des plus grands économistes du XXe siècle, il était incapable de donner un cours. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Cambridge? Ils lui ont donné un poste de bibliothécaire. Parce que c'était la seule chose qu'il pouvait faire. Il perdait tous ses moyens devant une salle, même avec 20 personnes. Et donc, voilà, puisque l'université de Cambridge voulait le garder, on lui a trouvé un poste de bibliothécaire. C'est quelque chose, évidemment, qui est totalement impossible aujourd'hui. Et dernière question, et ensuite je m'arrêterai. Il faut qu'on se pose très sérieusement la question de savoir quand les structures universitaires deviendront nuisibles à la recherche. Je ne pense pas que ce soit encore le cas aujourd'hui, mais on n'en est pas très loin. C'est-à-dire qu'on voit des évolutions où, manifestement, l'université fonctionne contre la recherche. Et quand
conclura à cette question que l'université est devenue nuisible, il faudra faire autre chose. Il faudra organiser quelque chose, il faudra créer quelque chose d'autre. Et j'étais heureux d'entendre parler des coopératives à plusieurs reprises, ou du monde associatif. Il y a des expériences qui ont existé dans l'histoire et qui peuvent revenir sans gros problèmes, sauf sans doute des problèmes de financement dans un premier temps, et où l'on pourrait imaginer d'autres types d'universités, je pense qu'il faudra garder le terme, mais qui fonctionnent à l'écart des institutions qui se sont mises en place. Mais c'est arrivé déjà à plusieurs reprises. La création de l'EHESS en France participait de ce mouvement-là. La création de Vincennes après mai 68, c'est la même chose. La création de la Freie Universität à Berlin, c'est la même chose. Alors on ne l'a pas tellement vécu en Suisse, mais dans d'autres pays assurément. Et je pense il arrivera peut-être un moment où on devra se poser cette question. Merci. On va prendre peut-être encore 2-3 questions et puis on va clore le débat. Oui, Alain Leca, doctorant à l'Université de Lausanne. J'écoute les interventions et tout d'un coup, en fait, j'ai envie de me faire une petite provocation. En guise de question. N'est-ce pas contradictoire en fait en soi ou penser à l'envers que de vouloir en fait associer le statut de chercheur avec une sanctuarisation de l'avenir en fait, parce qu'on parle de chômage, on parle de débouchés, mais est-ce que le statut de chercheur, tout comme la question de la recherche en elle-même, elle n'est pas fondamentalement liée à l'incertitude? Donc vouloir absolument, enfin de mon point de vue, c'est qu'un point de vue, mais vouloir sanctuariser l'avenir, en fait, se donner en fait cette certitude d'un débouché, n'est-ce pas antinomique finalement du statut de chercheur? Très clair. Question très claire. Est-ce qu'on va prendre encore une question ou est-ce que quelqu'un a envie de partir immédiatement sur cette question? Peut-être Antoine. J'ai une réponse parce que la question est intéressante. En fait, c'est exactement ce qu'avait dit Laurence Parisot, donc l'ancienne patronne du MEDEF, il y a quelques années, en disant tout est incertain, l'amour est incertain, la vie est incertaine. Pourquoi le travail ne le serait pas non plus? Mais sur la question universitaire, c'est intéressant parce qu'on observe exactement l'inverse. C'est-à-dire plus le marché du travail universitaire est précaire et incertain dans un avenir parfois très proche, moins les recherches sont incertaines. Plus on fait exactement ce que les autres font, plus on publie, plus on est dans un conformisme absolu, parce que précisément on ne peut plus prendre de risques. Pouvoir prendre des risques à l'intérieur de la recherche, à l'intérieur de l'université, ça se fait sur des postes à durée indéterminée dans la mesure du possible, sans programme de recherche qui vous demande des rapports tous les 6 mois, etc., etc. Et là aussi, on a quantité d'exemples. Parler avec des chercheurs qui sont plus âgés, qui approchent de la retraite aujourd'hui, ils vous diront tous, moi j'ai commencé ma thèse, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, c'était totalement incertain, mais en revanche, j'avais une beaucoup plus grande stabilité à la fois de poste, de carrière, etc., etc. Ce qui était possible avec une université qui avait beaucoup moins de chercheurs, bien sûr, donc il faut imaginer quelque chose de neuf aujourd'hui, mais ça, on l'observe très clairement. Et sur c'est ce que j'appelais normalisation des parcours, normalisation de la recherche, c'est très frappant. Et donc je pense précisément que les rapports doivent être posés dans l'autre sens. Aujourd'hui, dans l'incertitude professionnelle et de carrière, on est en plein dedans, ça c'est évident. On a des gens ici à l'Université de Lausanne qui sont sur des postes de chargés de cours avec 2600 francs par mois. Alors ça peut paraître énorme pour les étrangers, mais 2600 francs, c'est en dessous du seuil de pauvreté en Suisse, et qui travaillent uniquement là-dedans, en donnant leurs 4 heures par semaine de cours, et qui, 6 mois plus tard, n'ont plus rien, quoi. Ou en tout cas ne savent pas s'ils auront quelque chose d'autre. Bruno ? Oui, rapidement, moi je voudrais ajouter, alors effectivement je rejoins l'analyse qui est faite, pourquoi est-ce qu'au bout du compte tout ne pourrait pas devenir ultra précaire? Voilà, le travail, l'amour, et donc là pour le coup il faut veiller quand même à garder une distance scientifique par rapport à l'idéologie managériale dont je parlais tout à l'heure, et forcément qu'on retrouve du côté du MEDEF. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que même en termes de qualité scientifique, cette manière qu'a la recherche de fonctionner
fonctionner toujours davantage par contrat à durée déterminée et par projet de recherche dans lesquels il faut mobiliser une énergie considérable, c'est que ça oriente les chercheurs vers des formes de publication qui sont en partie relativement stérilisantes. Tout le monde cherche à publier, par exemple pour mon secteur, dans American Journal of Sociology, et évidemment si vous y parvenez, c'est le Graal et c'est la porte ouverte partout. J'aimerais juste rappeler que ce que l'histoire intellectuelle a produit de plus éblouissant, elle l'a produit précisément dans le chef d'auteurs qui avaient des postes définitifs. Je pense, quels sont les auteurs les plus cités dans les revues de sciences sociales? Vous allez avoir Bourdieu, Lacan, Foucault. C'est des produits quand même de l'école, de la tradition intellectuelle française. Ce sont des auteurs qui n'ont jamais publié le moindre papier dans American Review of machin chose ou je sais pas quoi, qui n'ont fait que des ouvrages colossaux de recherche fondamentale. Et ce type d'œuvres là, je pense qu'elles ne peuvent être produites qu'à partir du moment où les intellectuels sur lesquels repose la recherche ont des conditions de vie décentes sur le long terme. À nouveau, je me répète, je ne pense pas que le modèle anglo-saxon qui progressivement s'impose en Europe soit un modèle qui va nous permettre dans le siècle à venir de produire des auteurs équivalents à ceux dont je viens de parler. Merci. Jasmine? Peut-être pour ajouter une chose sur cette question de pourquoi chercher la stabilité et pas faire face à un peu de précarité. J'adhère à tout ce qui a été soulevé sur la capacité d'innovation dans la recherche qui est liée à un minimum de stabilité sur les contrats de travail, les postes qu'on peut occuper et de ne pas avoir des préoccupations de se dire est-ce que je peux encore payer mon loyer le mois prochain. Mais au-delà de ça, j'aimerais dire que ce soit les doctorants ou les postdoctorants remplissent aussi d'autres tâches dans les universités qui sont liées à l'enseignement. Et pour avoir enseigné peu, il me semble que je me suis assez rendu compte que lorsqu'on enseigne une fois, c'est très difficile d'offrir un bon enseignement. Mais après qu'on ait enseigné une fois, on comprend quand même un certain nombre de choses qui ont fonctionné et qui n'ont pas fonctionné. Et d'avoir la possibilité d'enseigner une deuxième fois permet d'offrir un enseignement de meilleure qualité. Donc d'avoir aussi une certaine stabilité permet aussi d'investir dans l'enseignement qui est une tâche importante et qui devrait être plus reconnue. Donc c'était pour compléter la question de la recherche. Tout à fait. Alexandre, tu avais encore un point. J'aimerais prendre le contre-pied d'un certain nombre de choses qui ont été dites dans les dernières interventions. Je pense qu'on a entendu que la recherche qui est vraiment créative a été faite dans un contexte de stabilité. Maintenant, même si j'ai beaucoup de sympathie pour l'idée que la mobilisation et l'engagement politique au sein des universités, mais aussi au niveau du système politique, peut améliorer les choses. Je pense qu'il est illusoire de penser que dans un contexte d'accroissement du nombre de doctorants, que les ressources dévouées au poste permanent dans la recherche peuvent augmenter en proportion. Spécialement dans le contexte d'austérité qu'on connaît dans la plupart des pays européens, je pense qu'il est illusoire de penser qu'on peut revenir à un temps où on pouvait faire de la recherche, avoir un emploi à vie et faire de la recherche sans aucune contrainte en termes d'évaluation et de performance de recherche. Aussi au niveau politique, je vois très mal comment ce type de conditions de travail peut être étendu à l'ensemble des gens qui commencent un doctorat. Les limites de la mobilisation qui ont déjà été évoquées jusqu'à maintenant, pour avoir vu un peu comment se déroule la politique universitaire et puis les clivages qui ont lieu entre les gens qui ont des postes fixes, les professeurs, les gens qui contrôlent l'accès aux postes académiques et les gens en position précaire, ce type de mobilisation a clairement des limites. Parce que les gens qui contrôlent l'accès aux postes, qui ont aussi des comptes à rendre à la fois à la bureaucratie universitaire et aux politiques, ont clairement des intérêts différents. Je vois clairement les limites de ce genre de mobilisation. Maintenant,
si on ne peut pas revenir au monde d'avant, où on ne peut pas avoir un nouveau Lacan et un nouveau Derrida, peut-être qu'une solution, ce serait d'avoir l'accroissement du nombre de postes après titularisation que tu as décrit, Martino, donc d'avoir disons une prévisibilité plus grande pour les gens qui, après la thèse, pour obtenir un poste fixe, mais aussi un développement d'un contrôle d'une certaine manière, et je sais que je ne vais pas probablement me faire d'amis, d'avoir un contrôle de la performance, non seulement des gens après la thèse, mais aussi des professeurs. Je pense qu'il est difficile d'envisager un monde où les gens sont soumis à des contraintes de compétition en termes de publication vraiment brutales après la thèse, alors qu'il y a encore beaucoup de gens dans les universités qui ont des postes à vie et puis qui sont soumis à aucune sorte de contrainte en termes de publication, alors que c'est eux qui contrôlent les postes et puis qui engagent les gens qui arrivent sur le marché du travail. Oui, alors vous voulez poursuivre? Non, moi juste rebondir un peu sur cette pensée qui serait de dire que bon, c'est la crise, tension budgétaire, il n'y a plus de pognon, donc on ne peut plus réclamer des postes. Je vais juste évoquer un truc qui s'appelle le crédit d'impôt recherche en France. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. En gros, c'est la possibilité pour les entreprises de défiscaliser leur politique R&D. Il est évalué à 6 milliards d'euros pour cette année. Et donc Science en Marche, qui est le mouvement qui essaye de se structurer pour justement militer pour une véritable politique d'emploi en France, réclame que ce dispositif-là soit un peu modifié, notamment parce que c'est un truc qui avait été révélé par le Canard enchaîné, où en gros il y a des boîtes de consultants qui viennent maintenant proposer des stratégies R&D clés en main aux entreprises en disant ça, marketing, ok, c'est de la R&D, vous pouvez le mettre sur la R&D. Donc en gros, le pognon il existe. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut jouer sur de la redistribution budgétaire et créer des postes. Enfin, faut arrêter d'être dans cette illusion que la crise est la réponse à tout, la barrière à tout, et qu'en gros c'est parce que c'est la crise, donc arrêtons-la, rendons les armes, quoi. Ok. Juste un petit mot de complément. Enfin, bon là, on est peut-être un peu typiquement dans ce que Bourdieu appelait la fatalité du probable, c'est-à-dire de faire advenir ce que l'on peut craindre et ce qu'on sent en permanence. Effectivement, il ne s'agit pas de dire, comme des bénis oui-oui, que la mobilisation du jour au lendemain, elle peut payer, d'autant plus qu'on a quand même rappelé tout à l'heure que, de fait, on ne peut que constater depuis plusieurs années les difficultés à faire lien entre les doctorants, mais aussi parfois avec les titulaires, parce que, bon, c'est pas nous qui sommes les premiers généralement à dire qu'on a les mêmes intérêts que les titulaires, mais néanmoins, dans la pratique, c'est un peu l'exemple, encore une fois, qui était donné tout à l'heure sur ce directeur de laboratoire qui est contre le principe des IDEX, mais qui va continuer, comme tout le monde, de façon à pouvoir retrouver son budget. Donc je pense qu'il y a quand même des connexions ponctuelles qui sont envisageables, et ce d'autant plus que, alors pour rebondir sur la dernière intervention tout à l'heure, enfin l'avant-dernière, est-ce que le débat c'est de savoir si c'est une question de débouché ou si c'est une question de circulation de l'information? Bon, c'est très clair. Alors pour chaque individu, enfin au niveau de l'individu, il est évident que, parce que on peut avoir, nous on tient ce discours critique tout en étant complètement pris dans le jeu, il n'y a pas une seule personne derrière cette table qui ne soit pas lui aussi pris dans l'illusio de l'internationalisation, etc., etc. Donc on peut avoir ce regard-là d'un point de vue individuel. En même temps, la lecture collective, elle est elle est sans doute illusoire et naïve à plusieurs égards, mais sans celle-ci, je ne vois absolument pas comment, de fait, on pourra solder toutes les questions, toutes les interrogations, tous les doutes qui traversent les jeunes chercheurs. Merci. Alors, la discussion est extrêmement intéressante. Et la discussion va se poursuivre aussi dans la deuxième table ronde qui va suivre la présente, donc la table ronde sur la vie après la thèse en dehors du monde académique. Mais avant de conclure, je vais prendre un petit dernier point de Bruno et le mot de la fin par Antoine. Ça marche. Un minuscule tout petit mot pour justement pour peut-être recolorer un petit peu le tableau et rebondir sur ce que les collègues à gauche disaient, c'est que la mobilisation, elle peut payer. Je prends l'exemple belge. Vous savez, la Belgique est divisée principalement en deux communautés, les Flamands, d'une part les francophones de l'autre. Dans les années 90, le gouvernement flamand a décidé de stopper les postes d'arrêt
arrêté de produire des postes de chercheurs définitifs au sein de l'équivalent flamand du FNRS qui s'appelle le FWO. Bon, et de concentrer l'ensemble des moyens de recherche sur du contrat en gros postdoctoral. Voilà, donc des contrats à durée déterminée qui étaient pour le coup octroyés à des projets renvoyés depuis les universités. Du côté francophone wallon, il a été question de ça dans les années 90, et c'est la mobilisation des chercheurs et du corps universitaire qui a permis que ça se fasse pas, en fait. Donc voilà, comme quoi tout n'est pas toujours impossible, comme quoi la mobilisation peut parvenir à obtenir certaines choses, et comme quoi, au bout du compte, les budgets restent là malgré tout, et qu'il appartient aussi à nous de réfléchir à ce qu'on en fait. Bien, merci à tous pour votre participation. Alors j'espère que la prochaine fois on ne devra pas inviter les pharma baloises pour distribuer des antidépresseurs à la sortie, mais il faut quand même rester suffisamment engagé pour savoir qu'on peut transformer cette institution universitaire, et comme le disait Albert Hirschman, si on n'est pas loyal, on peut choisir soit d'ouvrir sa gueule, soit de se casser et de partir de cette institution. Donc je pense qu'on est encore dans cette alternative entre les trois possibilités que Hirschman décrivait dans son bouquin Exit Voice Loyalty. Bien, merci à tous, et alors on vous invite à rester à la seconde table ronde qui a lieu ici aussi, donc sur les métiers non académiques, et sinon pour les membres de l'Association suisse de sciences politiques, il y a l'AG, je crois maintenant, et sinon on se retrouvera demain matin. Et merci à tous les participants, bien sûr. Au revoir. Merci.